Un appel, celui lancé par le président de la République devant le sommet arabe de Manama, appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et du rétablissement des Palestiniens dans leurs droits suivant les résolutions internationales. Une signature et une signature d'un accord entre la Mauritanie et le Sénégal dans le domaine de l'élevage, alors que deux ministres mauritaniens concernés étaient en visite aujourd'hui sur le chantier du pont de Rousseau. Une inauguration, celle d'une clinique dans la Muqata'a d'El Mina, Nouakchott Sud, ça c'était aujourd'hui. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 mai 2024. Et avant de développer tous ces titres que je viens d'annoncer, eh bien, voici la liste des candidats à la prochaine présidentielle rendue publique, la liste provisoire bien entendu par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de 1. Mohamed Cheikh El-Razouani, 2. Mohamed Lamine El-Morteji El-Wavi, 3. Hamadi Sidi El-Mukhtar, Mohamed Abdi, 4. Otama Antoine Suleiman Soumaré, 5. Mamadou Bokar Ba, 6. El-Eid Mohamed Mbarek et 7. Biram Da Abeid. Bien sûr, la liste a été publiée suivant les dépôts des candidats au Conseil constitutionnel. Et selon les textes publiés par le Conseil, eh bien, les candidats, s'ils ont des proclamations sur cette liste, eh bien, ils ont 48 heures à partir de la diffusion de ce communiqué. Et en tout cas, ça a été fait au cours d'une session du Conseil tenue hier, 16 mai 2024. Voilà donc pour la liste des candidats, la liste provisoire, il faut bien le préciser, telle que publiée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Il est 21h32 à Nouakchott, 3 heures de plus à Manama, la capitale bahreïnie. Manama qui vient d'abriter le 33e sommet de la Ligue arabe en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El-Razouani. Et c'était l'occasion pour les chefs de l'État de réitérer la position ferme de la Mauritanie vis-à-vis de la cause palestinienne, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de paix ou de stabilité ou de sécurité durable dans cette région du Proche-Orient sans que les Palestiniens ne soient rétablis dans leur ordre, donc avoir un État indépendant avec comme capitale le Quds Est. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a également appelé pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et un renforcement de l'action arabe pour faire face à tous les défis auxquels fait face la nation arabe. La traduction de ce discours donc prononcé hier par le président de la République devant ses pairs arabes avec Yed Fall. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que les bénédictions d'Allah soient sur son saint prophète. Majesté le roi Hamed bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Son Excellence le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Excellences, Mesdames et Messieurs, paix, miséricorde et bénédiction d'Allah le Tout-Puissant. Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements à mon frère, Sa Majesté le roi Hamed bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, et Son Altesse royale, le prince Salman bin Hamad al-Khalifa, prince héritier et premier ministre, et au peuple bahreïni en général, pour avoir accueilli cette 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons été l'objet. Je félicite également Sa Majesté d'avoir assumé la présidence du Conseil de la Ligue des États arabes, notant son rôle éminent et important au service des causes de la nation arabe. Je voudrais également
adresser mes sincères remerciements aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté, le roi Salman bin Abdelaziz et son Altesse royale, le prince héritier et Premier ministre Mohammed bin Salman, pour les réalisations remarquables accomplies pendant la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite lors de la dernière session faisant avancer l'action arabe commune. Dans ce contexte, je ne peux manquer de saluer les efforts inlassables du secrétaire général, M. Ahmed Aboulqaïd, et son équipe pour améliorer et développer les mécanismes de travail de notre Ligue arabe. Mesdames et messieurs, il va sans dire que les circonstances dans lesquelles se tient notre sommet aujourd'hui sont exceptionnelles, extrêmement complexes et sensibles, car nous ressentons tous avec amertume et tristesse les génocides systématiques dont sont victimes nos frères palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. Nous sommes également profondément convaincus que notre capacité collective d'influence internationale est affaiblie, malgré notre potentiel qui nous rend éligibles pour être un acteur efficace sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, l'insistance d'Israël dans la bande de Gaza à poursuivre ses massacres, ses déplacements et son génocide au vu et au su du monde entier affaiblit la confiance et l'espoir dans la communauté internationale et ses institutions et renforce la conviction de sa politique de deux poids, deux mesures. Cette situation nous oblige impérativement, en tant qu'États arabes, à redoubler d'efforts et à intensifier la coordination avec toutes les parties internationales afin de mettre fin immédiatement à cette guerre barbare et injuste et de rétablir la situation telle qu'elle était avant son début afin d'œuvrer à la mise en place d'une solution permanente qui garantisse le droit des Palestiniens à la création d'un État indépendant avec le Quds Est pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et à l'initiative de paix arabe. Telle est notre position ferme en République islamique de Mauritanie. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à une sécurité, à une stabilité durable et globale dans cette région. Sont dans l'erreur ceux qui croient qu'en continuant à tuer et à détruire, ils peuvent parvenir à une sécurité et une stabilité durable pour eux-mêmes aux dépens des autres. De même que nous sommes tenus de nous efforcer de mettre fin à la guerre contre Gaza et de permettre aux Palestiniens d'exercer leurs droits inaliénables dans le cadre de la solution de deux États. Nous sommes également appelés de toute urgence à trouver des solutions pacifiques et durables aux conflits interrégionaux où qu'ils surviennent dans notre espace arabe. Il est vrai que les différentes crises dans le monde arabe sont dues en grande partie à la complexité de la situation internationale et à la gravité des défis qui la caractérisent, souvent. Mais l'échec de notre action arabe commune à atteindre les niveaux d'efficacité souhaités joue un rôle important dans la poursuite et parfois l'exacerbation de ces crises. Nous devons nous efforcer d'en finir avec les causes de la division et de la discorde et de promouvoir une culture de dialogue et de coordination à différents niveaux. Les liens historiques, culturels et idéologiques forts qui nous unissent et les grandes valeurs de fraternité, de solidarité et de synergie sur lesquelles notre civilisation arabe est fondée rendent impératif pour nous de parvenir à la sécurité et à la paix dans tout notre espace arabe, afin qu'il devienne véritablement un espace de fraternité, de réconciliation et d'intégration. Le renforcement de notre action arabe commune est notre porte d'entrée pour résoudre nos crises arabes, ainsi que pour adapter efficacement aux profonds changements géostratégiques qui se profilent. J'espère que cette 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes constituera un tournant décisif dans la direction de l'évaluation de notre action arabe commune, à un niveau qui réponde aux espoirs de nos peuples et renforce notre capacité de faire face aux crises aiguës auxquelles notre action est confrontée. Je vous remercie et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le président de la République, donc, devant ses pairs arabes, c'était hier à l'occasion du 33e sommet arabe tenu à Manama, la capitale bahreïnienne. Sommet donc qui s'est achevé par un communiqué final exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et un arrêt total des déplacements forcés des Palestiniens. Le communiqué demande également, bien entendu,
la présence sur place dans les territoires occupés de forces onusiennes de maintien de la paix en attendant la solution des deux États. Voilà donc pour cette page diplomatique, on va rester quelque peu dans la diplomatie, mais avec des rencontres à commencer par le deuxième séminaire annuel du groupe Star Oil, le deuxième séminaire qui a commencé ce matin à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement. Précision avec Bokar Baïlaba. La compagnie Star Oil est présente dans 8 pays africains. D'ailleurs, leurs représentants ont eu droit à une projection d'un film documentaire retraçant l'historique de la compagnie et ses domaines d'intervention. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que le succès du groupe Star Oil constitue une source d'inspiration pour les acteurs économiques nationaux et une preuve irréfutable de leur capacité à mettre en œuvre et réaffirmer le soutien du patronat à de telles initiatives qui incarnent la présence honorable du secteur privé. Pour l'agence de promotion des investissements en Mauritanie, l'apport du groupe Star Oil dans le développement des investissements privés dans la sous-région est indéniable. Cette compagnie pétrolière présente dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest représente un levier de croissance économique important pour la région et pour le continent, Inch'Allah, bientôt. Le gouvernement mauritanien attache une grande importance au développement de son secteur énergétique et plus particulièrement à la promotion des investissements dans le domaine des hydrocarbures. Nous considérons l'industrie pétrolière et gazière comme un pilier de notre économie nationale, avec des perspectives importantes dont nous saisissons les opportunités et les défis. Nous sommes résolus à continuer à œuvrer pour un environnement propice à l'investissement et à l'innovation dans ce domaine. À cet égard, nous sommes fiers des progrès réalisés dans le développement de nos ressources énergétiques au cours des dernières années. Les importantes découvertes de réserves telles que celles de gisements de Bir Allah et de GTA démontrent le potentiel considérable de la Mauritanie et de la sous-région en matière d'exploration et de production d'hydrocarbures. Ainsi, le groupe Star Oil s'est toujours fixé comme ambition d'être un acteur majeur de la distribution pétrolière en Afrique. Nous nous considérons toujours comme une entreprise en développement, une entreprise qui a de l'ambition, une entreprise qui veut devenir plus prospère. Considérons cette ambition comme une petite flamme sous un boiseau. Pour peu que l'on l'entretienne et qu'elle continue à brûler, elle aura tôt ou tard l'envergure que nous projetons. C'est notre engagement aussi d'entreprise de contribuer au bon développement de nos pays par le respect des lois et règlements. Et nous nous considérons surtout comme le porte-drapeau de la Mauritanie en Afrique et comme son principal ambassadeur économique de la Mauritanie dans les pays de nos implantations. Je voudrais remercier ici toutes les autorités de Mauritanie comme les autres pays africains pour leur bon accueil et leur soutien dans nos implantations. Outre la Mauritanie, le groupe Star Oil est présent au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Tchad. Voilà, cérémonie donc de lancement de ce deuxième séminaire annuel du groupe Star Oil, duré 2 jours. Donc, coup d'envoi, c'était donc ce matin à Nouakchott, qui a abrité également une autre cérémonie. Il s'agit de la signature d'un accord entre la Mauritanie et le Sénégal, accord relatif à l'approvisionnement des marchés sénégalais en matière de bétail à l'occasion de la fête de l'Adha. Vous voyez ici la cérémonie de signature par le ministre de l'élevage et son collègue sénégalais. Eh bien, l'accord prévoit des mesures que le gouvernement sénégalais s'est engagé à appliquer pour la réussite de l'opération, tout comme côté mauritanien. Bien entendu, c'était aussi un autre engagement du côté mauritanien qui prévoit cet accord signé ce matin à Nouakchott. Voilà donc pour cet accord d'approvisionnement des marchés sénégalais en bétail mauritanien à l'occasion de la fête de l'Adha, accord signé aujourd'hui par les ministres mauritaniens et sénégalais de l'élevage. 2 autres ministres
de ces deux pays étaient aujourd'hui ensemble, mais cette fois c'était à Rosso. Et c'était l'occasion pour les deux responsables donc de visiter les chantiers du pont de Rosso. Sur les activités de deux ministres dans la capitale du Trarza, compte rendu de notre correspondant permanent, Mokhtar Babaoul Ahmedou, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Des retards ont été constatés dans la construction du pont de Rosso dont le coup d'envoi avait été donné en 2021. Suite à ce constat, une visite a été menée sur place afin de s'informer de l'état des travaux de la réalisation de cette infrastructure. Ainsi, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Mohamed, a reçu son homologue du Sénégal, Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal. Ce déplacement a débuté par des explications techniques sur l'évolution des travaux et le rythme d'exécution en plus de l'état d'avancement de ce projet. Les deux ministres ont aussi reçu des explications de la part de l'ingénieur de la société chinoise Polychanda chargé de la mise en œuvre de ce projet. Par la suite, ils ont tenu une rencontre à la salle des réunions de l'unité de coordination de ce projet. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Mohamed, a affirmé que ce déplacement intervient à la suite de la visite du président du Sénégal à Nouakchott, qui a été, souligne-t-il, une occasion de réaffirmer la nécessité de rechercher des solutions pour accélérer les travaux du pont de Rosso. Il a par ailleurs précisé qu'ils se sont rendus sur les lieux pour examiner les problèmes et trouver des solutions pour cet important projet pour les deux chefs de l'État. La nécessité de réaliser ce projet a été spécifiée. Ce trait d'union-là, qui ne fera que renforcer les relations qui nous lient avec notre pays frère, est plus qu'une urgence, plus qu'une priorité. Si on regarde bien, on n'a besoin que de 1400 et quelques mètres pour faire des deux pays frères un seul et unique pays. Et si on le fait, je ne parle pas des bénéfices que nous allons en tirer, parce que si aujourd'hui peut-être la durée pour traverser est d'1 heure de temps, une fois le pont réalisé, ce sera 10 minutes. Je pense que rien que pour cela, on devrait accélérer les choses. Mais aussi, aujourd'hui, on parle de 150 véhicules qui empruntent, en tout cas, qui traversent à travers les bacs. Une fois le pont réalisé, on peut parler de 730. Les deux délégations se sont par ailleurs réunies avec l'entreprise chinoise chargée de la construction de ce projet, sans en présence des employés de l'unité de coordination de ce projet. Suite à cette rencontre, il a été précisé qu'il faut qu'on regarde de très près quels sont les problèmes qui sont posés afin de leur trouver les solutions adéquates et de déterminer les responsabilités, aussi bien au niveau de l'administration, au niveau de l'unité de gestion, au niveau de l'entreprise qui exécute ce projet et au niveau de la mission de contrôle. Parce qu'il est clair qu'un projet qui a déjà dépassé les 100% de consommation des délais et qui n'est qu'à 17% d'exécution, il y a un problème. Ce problème, il faut l'y tirer. Et il faut l'y tirer immédiatement et aujourd'hui. Il faut trouver donc des solutions et il faut écouter tout le monde. Nous sommes là pour écouter, pour voir la présentation, l'état d'exécution, les contraintes, les problèmes, mais nous voudrions aussi écouter la mission de contrôle, nous voudrions écouter l'unité de gestion, nous voudrions écouter l'entreprise, nous voudrions écouter aussi nos administrations. Le pont de Rosso. En termes de trafic, on va quitter 150 véhicules à 730 véhicules. Ça, c'est extrêmement aussi important et surtout l'accès aux usagers, ça va passer de 15 à 35%. Donc, c'est un pont qui est à la fois bénéfique sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, mais sur le plan aussi social. Rappelons que ces différentes rencontres sont tenues en présence du Wali du Trarza. Voilà, les ministres mauritaniens et sénégalais des Transports, donc aujourd'hui au pont de Rosso, pour s'informer sur l'avancement du chantier. Et donc c'était aujourd'hui. Elle aussi était aujourd'hui, mais cette fois
Elle, c'est à Nouakchott et elle, c'est une inauguration, celle d'une clinique à Elmina, la Muqata'a d'Elmina, Nouakchott Sud. Précision sur cette clinique inaugurée aujourd'hui avec Mohamed Lamine Bekkar. La clinique d'Elmina, inaugurée ici par la ministre de la Santé Naham Thamdi Meknas, en compagnie du délégué général de Ta'azour Hamoud Mohamed, érigée et équipée sur les fonds propres de cette institution, renferme un pavillon pour les urgences, un autre dédié à la maternité et la pédiatrie, une radiologie en plus de 8 chambres d'hospitalisation d'une capacité d'accueil de 20 lits. S'y ajoute une chambre de réanimation de 2 lits, une salle d'opération renforcée par 2 autres, l'une destinée à la préparation du malade et l'autre pour l'équipement des médecins. La nouvelle clinique d'Elmina renferme également 2 laboratoires, l'un pour les analyses biologiques et le second pour le dépistage des bactéries, en plus d'une salle pour la stérilisation et l'autre pour la vaccination. Ce n'est pas tout, la clinique est aussi composée d'un pavillon pour la stomatologie équipé ainsi que d'autres salles d'attente, de consultation et d'attente réservées aux usagers. Dans un mot prononcé à cette circonstance, le délégué général de Ta'azour Hamoud Mohamed a indiqué que la délégation a réalisé plusieurs interventions importantes, indiquant que cette clinique et d'autres font partie des interventions qui ont profité à la wilaya de Nouakchott Sud et qu'elles s'inscrivent dans le cadre des instructions du président de la République Mohamed Cheikh Ghazouani visant à accorder un intérêt particulier à la capitale. Il a souligné que la clinique renferme toutes les spécialités médicales avant d'exhorter les concernés par sa gestion, de même que les usagers, à veiller à sa maintenance et la préservation des équipements pour continuer d'être une direction pour les malades. De son côté, le maire d'Elmina, Moussa Ould Abdallah, a affirmé que la structure médicale contribuera à l'amélioration de la qualité des services de la santé dans sa commune, avant de remercier la délégation pour ses interventions importantes et vitales, particulièrement au niveau d'Elmina, appréciant par la même occasion les efforts du gouvernement visant à traduire dans les faits la vision du chef de l'État, s'engageant au niveau de la commune à préserver les acquis. Voilà, la Muqata'a d'Elmina Nouakchott Sud dispose donc désormais d'une clinique flambant neuve. Elle a été inaugurée aujourd'hui. Venons-en maintenant à l'actualité parlementaire pour parler des activités du groupe parlementaire mauritano-malien. Où sont les images? Les voilà. Eh bien, ce groupe dont les activités ont commencé hier en présence de la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et ce groupe vise à renforcer les relations entre la Mauritanie et le Mali. Et d'ailleurs, le président de ce groupe et l'ambassadeur du Mali ont mis en exergue donc les relations entre les 2 pays et la nécessité de les développer et de les renforcer, particulièrement dans les domaines parlementaires. Quelques séquences donc de la réunion de ce groupe parlementaire mauritano-malien dont les activités ont commencé hier. Également, d'autres activités qui ont commencé hier pour un autre groupe, mais cette fois, il s'agit du groupe parlementaire mauritano-sénégalais. Lui aussi a commencé ses travaux hier au siège de l'Assemblée nationale et en présence de la 4e vice-présidente de cette chambre. Et là aussi, ce groupe vise à renforcer les relations entre les 2 pays. Et les orateurs, à cette occasion, ont souligné la profondeur des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, et particulièrement dans le domaine parlementaire. Quelques séquences donc de ce groupe parlementaire mauritano-sénégalais dont les activités ont été lancées hier au siège de l'Assemblée nationale. Photo de famille donc comme d'habitude. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec cet atelier organisé par le projet, le Fonds de l'égalité entre genres,
qui dépendent de l'Agence française de développement, eh bien, se font organiser aujourd'hui un atelier de formation, précision sur cet atelier avec Bokar Baïleba. Les 34 représentants des organisations de la société civile ont eu droit à des ateliers de formation sur le renforcement des capacités et l'adaptation genre au contexte et initiatives pour réduire les inégalités femmes-hommes au Sahel à travers l'appui à des projets innovants et l'accompagnement des acteurs locaux. Nous nous engageons également à accroître les actions sur de nouveaux secteurs, comme la réduction des inégalités femmes-hommes face aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux de prévention des conflits et de consolidation de la paix, mais aussi dans la promotion du numérique pour des projets de plus en plus axés sur la lutte contre les inégalités femmes-hommes. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que le partenariat Édifice, que on voit à l'atelier aujourd'hui, est une initiative régionale importante pour l'Agence française de développement. Les organisations de la société civile locale, en tant qu'acteurs clés, constituent un terreau fertile pour donner une plus grande place aux femmes dans la vie publique. Les participantes et participants, à travers leurs réflexions individuelles et en groupe, ont partagé leurs expériences, ont pris du recul pour questionner leurs pratiques sous l'angle de regard critique et croisé sur les approches, processus initiés et les actions développées, ainsi que les partenariats mobilisés dans la mise en œuvre de leurs initiatives visant la réduction des inégalités femmes-hommes, dans le but de mieux déployer leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être pour la suite des actions dont ils auront la charge. Cette expérience partagée est le fruit des contributions de toutes les parties prenantes, bailleurs, opérateurs de mise en œuvre, équipes opérationnelles partenaires sur le terrain, femmes et hommes des localités et régions d'intervention. Le projet Fonds Genre Sahel vise à accompagner les organisations de la société civile dans leurs engagements sur le genre à travers un appui financier pour la mise en œuvre d'une initiative innovante, un renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles et une mise en réseau permettant le partage de bonnes pratiques et la capitalisation de leurs expériences aux échelles nationales et régionales. Ça, c'est ce projet qui a organisé donc cet atelier de formation au profit de la société civile. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Parlons à présent du bétail et de ce recensement du bétail en Mauritanie qui est actuellement en cours à travers le pays. Nous allons nous intéresser ce soir à deux capitales régionales, à savoir Aïoun et Kifa. Kifa, où a commencé un atelier de formation pour les agents recenseurs, et à Aïoun, où s'est tenue ce matin une réunion de préparatoire pour ce recensement. Précision avec nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales, dont les comptes rendus ont été ramassés, regroupés, travaillés en français par Moussa Ndiaye. C'est sous la présidence du Wali du Had al-Gharbi, M. Ahmed Da Mamadou Kelly, que s'est tenue la première réunion du comité régional chargé du recensement des bétails au niveau de la wilaya. Au programme de cette rencontre, examiner toutes les possibilités pour assurer la réussite de ces recensements et mettre en place une base de données avec des informations précises sur la situation du cheptel Had al-Gharbi au sein de ses communes, ses villages et zones pastorales de la wilaya. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette rencontre, M. Ahmed Da Mamadou Kelly, Wali du Had al-Gharbi, a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations des hautes autorités du pays en exécutant la politique générale du gouvernement pour renforcer le secteur de l'élevage. Il a ajouté que le recensement général de l'élevage en Mauritanie, c'est aussi pour appliquer les programmes du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, tout en préservant, dit-il, les acquis qu'a connus le secteur de l'élevage en Mauritanie. Ce secteur, a précisé M. Le Wali, constitue l'un des piliers de l'économie nationale.
Le président du conseil régional du Had al-Gharbi, M. Jamal Mohamed, a mis l'accent sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour la réussite du recensement du bétail au Had al-Gharbi. Les représentants de l'Agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique a présenté un exposé sur l'organisation de cette opération et les dispositions à prendre pour sa réussite. Cette réunion du comité régional chargé du recensement du bétail au Had al-Gharbi a été marquée par plusieurs interventions. Dans ces interventions, on note le problème que rencontrent les éleveurs et les dispositions à prendre pour résoudre ces problèmes. Kifa, capitale régionale de la Sabah, a abrité un atelier de formation des agents recenseurs au niveau de la wilaya. L'objectif est de préparer le recensement général de l'élevage. Participent à cette formation 250 agents recenseurs pour une durée de 10 jours. Les formateurs seront répartis en équipes dans les différentes zones de la wilaya de la Sabah concernées par cette opération. Le wali de la Sabah, M. Abdelrahman Ould Hassan, a dit qu'il est difficile de connaître le nombre exact des cheptels en Mauritanie. Il a ajouté pour élaborer des politiques et plans d'action du gouvernement pour développer le secteur de l'élevage en Mauritanie, il est nécessaire de mettre en place des informations fiables pour répondre aux doléances des éleveurs tout en accompagnant les efforts des uns et des autres. Le délégué régional du ministère de l'élevage, M. Yedali Ould Mohamed, formateurs et agents recenseurs, ont livré leurs impressions sur cette session de formation. Certains ont salué cette initiative, d'autres soulignent que leur participation à l'opération de RGPH va sans nul doute renforcer cette nouvelle opération. À la réunion du comité régional chargé du recensement du bétail au Had al-Gharbi et à l'atelier de formation des agents recenseurs au niveau de la wilaya de la Sabah pour engager le recensement général de l'élevage en Mauritanie, le constat des participants est que l'élevage en Mauritanie est l'un des secteurs les plus importants du pays. Un recensement général donc du bétail en Mauritanie qui est en préparation donc actuellement à travers les pays, à travers des séances de formation, des sessions de formation, encore des réunions préparatoires. Cap maintenant sur le nord du pays, précisément à Attar, la capitale de l'Adrar, qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une campagne de reboisement. Alors, d'où est partie cette campagne? C'est ce que nous dit notre correspondante permanente là-bas, Marjouba. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. C'est à partir de la commune d'Attar que cette campagne de reboisement a été donnée. Il s'agit de planter des arbres et palmiers le long des principales artères de la ville d'Attar. Cette activité est organisée par la commune d'Attar en collaboration avec l'association française CELIGE et les acteurs de la société civile. Le hakim de la Moukhata d'Attar a affirmé superviser le début de cette opération. Il a ensuite déclaré que cette campagne qui va durer 15 jours est bénéfique pour l'environnement. Cette campagne se tient en collaboration avec l'association CELIGE et la société civile. Elle a pour l'objet de moderniser la ville d'Attar et de contribuer à la protection de l'environnement. Et cette campagne s'inscrit en parfaite harmonie avec son PDC, qui est son programme de développement communal, et la politique de son Excellence, M. Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, président de la République. Et je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à l'association CELIGE. L'objectif de cette visite a été mis en avant. On est là pour 15 jours, Inch'Allah, avec tout le monde, pour faire les beaux projets à Attar. On remercie un peu tout le monde qui est là, le colonel, le préfet, la sécurité, le maire, les notables, tous ceux qui sont ici avec nous, les jeunes de Suresnes, la ville de Suresnes, tout le monde ensemble. On va faire le projet ici à Attar. On va planter les arbres, 180 arbres, plein tout ce qu'il faut pour que la ville d'Attar soit encore meilleure et on va aider les écoles aussi à rénover pour l'éducation. Les habitants qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour salué cette campagne de reboisement. Ils ont aussi mis en avant les bienfaits des arbres pour l'environnement et le cadre de vie. Ils ont
par ailleurs indiqué que cette campagne permettra de planter 350 arbres. Voilà pour cette campagne de reboisement qui a été lancée aujourd'hui à partir d'Attar, la capitale de l'Adrar. Et nous, on va terminer ce journal par une page sportive relative à deux disciplines, à savoir le handball et le taekwondo. Le handball avec une convention qui vient d'être signée ici à Nouakchott entre la Conféges et la Fédération de handball, la Fédération africaine de handball. Précision sur cet événement avec Bokar Bayreba. Cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre de la promotion du handball jeune dans les pays de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage. Ainsi, cette convention permettra de créer un environnement propice dans le milieu scolaire africain, pouvant permettre un essor du handball au bénéfice des différentes associations. Dans un premier temps, de sensibiliser les présidents de fédération pour qu'ils comprennent la nécessité de s'investir, n'est-ce pas, sur cette voie. Peu ont compris. Et c'est ce qui nous amène à changer un peu les chiffres au niveau de nos compétitions de catégorie d'âge. Mince et maigre au départ, on a commencé par enregistrer des participations signifiantes. Beaucoup plus au niveau de l'Afrique du Nord, et qu'il urge bien évidemment de faire en sorte que les présidents au sud du Sahara puissent comprendre la nécessité de procéder de la même manière si on tient à améliorer le niveau du handball africain. Pour la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage, il est nécessaire de construire, fabriquer et développer un écosystème favorable au handball, de la base au sommet, avec une pyramide et une base large et forte. Nous avons adopté, les deux conférences ont adopté la déclaration de Cotonou sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres d'enseignement en 2019. Et la signature de la convention ne répond qu'aux recommandations de celle-ci. Je suis très honorée de constater que l'engagement pris par les ministres de la Jeunesse et des Sports de la et ceux de l'Éducation nationale épouse les objectifs et la vision de la Confédération africaine de handball. Le choix de Nouakchott d'abriter la tenue de la cérémonie de signature de cette convention de partenariat n'est pas fortuit. Ce partenariat a pour but de développer le handball chez les enfants et les jeunes. Parce que comme l'a expliqué le président tout à l'heure, c'est la base qui compte. Plus on a une base large d'enfants qui pratiquent un sport, plus la pyramide, on va avoir une élite formée et compétitive. Et cette signature, comme il l'a expliqué, ils ne savaient pas où ils allaient faire cette signature. Et ils ont décidé de la faire à Nouakchott, alhamdoulilah. Et il s'est avéré que nous avons à la Fédération mauritanienne de handball un projet avec lequel nous travaillons avec le ministère qui concerne les enfants et qui concerne le développement du handball à l'école. Donc, ils ont décidé, la Conféges et la Confédération africaine de handball, de nommer la Mauritanie comme projet pilote de ce grand partenariat. Le projet de handball dans le milieu scolaire sera mis en œuvre avec le concours des fédérations nationales de handball. Des pays pilotes seront identifiés pour la première phase qui démarrera cette année 2024. Handball donc dans les milieux scolaires, c'est l'objet de cette convention qui vient d'être signée à Nouakchott. Nous sommes dans le domaine scolaire, surtout les scolaires qui s'intéressent aux arts martiaux, notamment au taekwondo. Eh bien, ils peuvent se réjouir puisqu'ils disposent désormais d'une salle qui vient d'être inaugurée à Nouakchott. Précision avec Abdoulaye Demeba.
Une nouvelle salle dédiée à la pratique du taekwondo a été ouverte à l'école 8 Mohamed Mahmoud, ce qui permettra aux élèves de disposer d'un espace pour la pratique de ces disciplines. Cette salle a été mise en place par la Fédération mauritanienne de taekwondo en collaboration avec le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif. L'ouverture de cette salle. C'est une très bonne initiative, le fait d'impliquer ou d'insérer ces genres de sports dans le milieu scolaire. Et comme vous le savez, le sport est une discipline très importante pour le développement personnel des enfants. Et sur ce, je le félicite et je l'encourage. Et j'encourage ces enfants qui sont là et les jeunes aussi de participer au développement de ce sport. Le président de la Fédération mauritanienne de taekwondo, Mohamed Mahmoud Souvi, a déclaré que cette salle fait partie des différents lieux qui ont été érigés au niveau de la capitale afin de faciliter la pratique du taekwondo. L'utilité de cette salle a été mise en avant. Nous sommes très ravis d'ouvrir cette salle dans l'école 8. Et le sport est très important. Le taekwondo joue un grand rôle. Nous félicitons à cette occasion la Fédération de taekwondo qui a ouvert cette salle au niveau de l'école. Et au ministère de l'Éducation nationale, l'éducation physique et sportive est importante dans les milieux scolaires. Ça rapproche les ethnies, ça rapproche les enfants et ça leur donne le respect et ça leur donne l'esprit de fair play. Les pratiquants de cette discipline ont pour leur part salué l'ouverture de ce lieu dédié au taekwondo. Il s'agit d'une salle qui vient d'être inaugurée à Nouakchott donc et qui s'intéresse aux scolaires. Et c'est sur cette inauguration de cette salle de taekwondo à Nouakchott que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Où sont les titres? Voilà, c'est arrivé enfin. Le président de la République devant le 33e sommet de la Ligue arabe, c'était hier à Manama, à l'occasion pour lui d'appeler en faveur du renforcement de l'action arabe pour faire face aux différents défis. Ici, nous sommes à Nouakchott pour la signature d'un accord entre la Mauritanie et le Sénégal relatif à l'approvisionnement donc des marchés du bétail. Et là, nous sommes sur le pont de Rosso qui a réussi aujourd'hui la visite des deux ministres des Transports des deux pays. Ici, nous sommes à Almina qui dispose désormais d'une clinique toute neuve qui vient d'être inaugurée. C'était aujourd'hui en présence de la ministre de la Santé et du délégué général de Taazour. Voilà, et je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre donc le programme politique de Radio Mauritanie, de Mauritania. Et il s'agit de Muntaher Rai qui invite les partis politiques. Et aujourd'hui, le sujet qui sera débattu, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle, eh bien, le thème débattu sera les programmes des différents candidats et les citoyens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.